Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, jeudi 10 février dernier, nous devions recevoir Jordan Bardella, donc le président par intérim du Rassemblement national, dans le cadre des grands entretiens dédiés à l'élection présidentielle. Beaucoup de fausses informations ont circulé à propos de cet événement, donc on voudrait rappeler les faits. C'était un événement qui était organisé par notre association, le Bureau des médias, et nous avions déjà reçu dans ce cadre Yannick Jadot le 5 janvier 2022, et nous devions encore recevoir beaucoup d'autres candidats dans les semaines à venir. C'était donc pas un meeting politique, contrairement à ce qui a pu être affirmé, ni une tribune, c'était bien une interview politique fondée sur une démarche critique, et un grand échange avec le public des étudiants de Sciences Po Bordeaux était prévu. Comme vous avez également dû le savoir, la conférence a été bloquée par une minorité d'élèves qui ont cadenassé l'amphithéâtre Montesquieu. Malgré tout, de nombreux élèves attendaient quand même de pouvoir assister à cet événement, nous ont affirmé leur soutien, et donc pour eux, on a essayé de trouver une petite solution de repli. On a décidé de se déplacer pour aller poser nos questions à Jordan Bardella. Donc on espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage et à très bientôt. Bonjour Monsieur Bardella. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Bordeaux. Vous êtes député européen, président par intérim du Rassemblement national depuis que Marine Le Pen est partie en campagne. Et à seulement 26 ans, vous êtes déjà un affûté de la politique. Vous êtes encarté au Front National depuis 2012 et vous avez gravi les échelons du parti jusqu'à en prendre sa tête. Votre ascension est fulgurante, vous êtes à 19 ans secrétaire départemental du Front National de Seine-Saint-Denis, donc votre région d'origine, et vous devenez 3 ans plus tard conseiller régional en Île-de-France du Front National. Mais c'est en 2016 que Marine Le Pen vous remarque et vous nomme porte-parole du parti 1 an plus tard, puis tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes de 2019 que vous remportez. Vous aimez la politique, à tel point que vous abandonnez vos études à l'université pour vous y consacrer. Vous aimez surtout votre parti au point d'y travailler bénévolement durant cette campagne, paraît-il. C'est la 3e fois que Marine Le Pen se présente à une élection présidentielle. On l'a vu évoluer, essayer tant bien que mal de se normaliser, se dédiaboliser comme on dit, jusqu'à atteindre le second tour de l'élection présidentielle de 2017. Sans succès et malgré la débâcle, elle devient pourtant le premier parti des jeunes de 25 à 34 ans. Pour cette élection, Marine Le Pen se veut changer, elle en a marre du buzz et des polémiques permanentes. Mais jusqu'où peut-on chasser le naturel ? Pour rappel, le président de son parti que vous êtes est mis en examen pour avoir affirmé que Trappes était une république islamique. Si les Français la trouvent plus sympathique, un Français sur 2 la juge comme dangereuse à la tête de notre pays. Donc durant cet entretien, on évoquera les principaux points de votre programme, leur faisabilité, leur chiffrage. On parlera de jeunesse, de pouvoir d'achat, d'Europe, d'immigration et d'environnement. Et donc sans transition, on aimerait vous poser une première question. Donc Jérôme Rivière, Gilbert Collard, potentiellement Nicolas B, Marion Maréchal, Stéphane Ravier qui a encore fait des siennes hier. Le bateau Rassemblement national est-il en train de couler ? Alors le bateau Rassemblement national ne coule pas, enfin en tout cas il y a aujourd'hui un certain nombre d'indicateurs, que ce soit les sondages qu'on regarde à la fois sur le premier et sur le second tour, qui nous placent dans la plupart des sondages qualifiés au second tour de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui donné quasiment au coude à coude avec Emmanuel Macron sur des sondages de second tour, on est assez proche avec les marges dehors, on est aujourd'hui autour des 46-54. Ce qui veut dire que Marine Le Pen elle est en capacité de remporter l'élection présidentielle. Après, dans une campagne, vous avez toujours ce qu'on appelle des vicissitudes de campagne, des péripéties de campagne, c'est-à-dire des gens qui changent de parti politique, soit parce qu'ils ne trouvent pas au sein du mouvement les places que vous n'avez pas souhaité leur donner, ils n'ont pas les places dans la campagne qu'ils auraient espéré, et donc ils vont essayer de les chercher ailleurs, soit parce qu'il y a aussi des raisons de fond, et que certains, c'est vrai, peuvent être séduits en tout cas par la stratégie de campagne qu'a mise en place Éric Zemmour, qui est une stratégie assez brutale, qui mobilise peut-être beaucoup sa base, et on le voit dans les meetings, mais qui, les Français s'en rendent compte aujourd'hui, on le voit notamment sur les sondages de second tour, ne permet pas à Éric Zemmour de gagner l'élection présidentielle. Donc en fait, il y a une démarche de témoignage, qui est celle d'Éric Zemmour, qu'on a longtemps nous pratiqué pendant plusieurs années, qui était la fonction tribunicienne, et la volonté aujourd'hui autour de Marine Le Pen d'arriver au pouvoir et de porter un projet qui soit juridiquement applicable
viable, sérieux, raisonnable et qui puisse permettre de répondre à l'ensemble des problèmes des Français. Ça, on en parlera après, mais ces départs, ils ne sont pas le symptôme de la clarification idéologique du Rassemblement national? Alors je le disais, il peut y avoir, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des raisons personnelles, mais ça peut être une forme de clarification aussi. Parce que c'est vrai que ce qu'on est en train de créer aujourd'hui avec Marine Le Pen, c'est un grand mouvement populaire national qui ne s'inscrit pas dans le clivage gauche-droite. Éric Zemmour, on a peut-être cette divergence avec lui, il assume, il dit moi je veux faire l'union de la droite. Moi je pense que l'union de la droite c'est restrictif, c'est se regarder le nombril, c'est parler à ses militants. Le clivage aujourd'hui il est plus entre la gauche et la droite. Évidemment qu'il y a des gens qui sont plus de droite, qui sont plus de gauche, évidemment qu'il y a des sensibilités politiques. Mais ce qui se joue dans cette élection présidentielle c'est la survie de la France. Et cette élection présidentielle va voir s'affronter le bloc élitaire qui est regroupé autour d'Emmanuel Macron. On voit qu'avec Valérie Pécresse, il y a très peu de différence finalement sur le fond. Et le bloc populaire qu'on représente, qui porte des idées qui, je le crois, sont majoritaires dans le pays. C'est vrai sur l'arrêt de l'immigration, c'est vrai sur la volonté d'une majorité de Français de ramener l'ordre dans le pays, et c'est vrai sur cette crise du pouvoir d'achat qui est pour nous un aspect essentiel de la campagne, ce qui n'est pas du tout le cas d'Éric Zemmour qui le juge comme un sujet tertiaire. Alors justement, vous parlez d'Éric Zemmour. Ouais. Marine Le Pen a affirmé que Éric Zemmour était entouré de quelques nazis. Est-ce que c'est pas justement le retour de stigmate ultime de dire que son adversaire de diaboliser son adversaire pour justement le diaboliser? Non, en fait, il ne s'agit pas de diaboliser nos adversaires ou nos concurrents. C'est pas diabolisant d'avoir quelques en vérité, depuis maintenant 10 ans, les Français le savent, Marine Le Pen s'est beaucoup battue pour transformer le Front National, qui était un parti d'opposition, de contestation, qui a porté les idées nationales pendant 30 ans un peu seul contre tous, et d'en faire un parti de gouvernement. Et c'est vrai qu'elle a été amenée, dès qu'elle a été choisie présidente par les adhérents du Front National en 2011, à se séparer d'un certain nombre de courants, d'un certain nombre de profils un peu sulfureux, qu'on voit aujourd'hui se retrouver autour d'Éric Zemmour. On l'a vu avec les zouaves de Paris dans son meeting. Il ne s'agit pas de le diaboliser, je pense que Éric Zemmour, s'il veut être un candidat sérieux et responsable, doit se séparer de ces gens-là. Pourtant, vous avez encore quelques élus au passé sulfureux. Gilles Penel, qui est tête de liste des régionales de Bretagne et ancien compagnon de route de Terre et Peuple, un groupuscule néo-nazi, Philippe Vardon, Axel Loustel. Donc vous avez toujours ces personnes. Non mais d'abord, Gilles Penel est élu, il est président du groupe au conseil régional, il n'était pas du tout membre d'un groupuscule néo-nazi, ce sont des gens qui sont membres du mouvement depuis plusieurs années, mais on a fait, et je pense que les Français peuvent au moins nous accorder tout cela, ce travail de sérieux pour désenclaver en fait les idées nationales et les idées patriotes. C'est-à-dire que quand on récupère le mouvement, on est sur un plafond de 15-20%. Marine Le Pen a transformé ce plafond, cette enclave de 15-20%, dans laquelle on était quand même bloqué, en un grand mouvement populaire patriote qui est aujourd'hui en capacité d'égaliser avec le président de la République, avec Emmanuel Macron dans les sondages de second tour. Donc moi je ne crois pas qu'il y ait d'extrême droite en France, je dis juste que la ligne stratégique qu'a choisie Éric Zemmour, avec lequel moi je peux partager des constats, est une ligne qui est une impasse politique parce que elle s'inscrit dans une démarche de témoignage, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de gagner l'élection présidentielle. Alors je pense que les choix qu'on a faits, et d'ailleurs c'est très intéressant, vous parliez vous me disiez comment va le Rassemblement national, je vous parlais des sondages, on voit que sur des sondages de second tour entre Le Pen et Macron, on est sur des intentions de vote qui sont très proches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans le dernier IFOP d'aujourd'hui sur le rolling sur du 46-54, ce qui veut dire avec les marges d'erreur, possibilité pour nous de l'emporter. Et Éric Zemmour, dans le cas d'un second tour avec Macron, est largement battu à près de 65-70% pour Emmanuel Macron. Donc, elle a fait un travail sur l'image, pour revenir sur ça, ouais, Marine Le Pen, certes, mais 50% des Français, même si son image a évolué, 50% des Français continuent de considérer que la candidate du Rassemblement national est un danger pour la démocratie. Ça veut dire qu'autant autant la considère comme une responsable politique qui n'est pas un danger pour la démocratie. Alors pour gagner, il faut faire 50% à une voix. Moi, je nie pas le fait qu'on a une histoire, qu'on a un passé, que ça a pu parfois être assez mal compris, qu'il y a des provocations qui ont évidemment été très très mal comprises. Moi, ce que je veux dire dans cette élection présidentielle, et ce qu'on va dire aux Français, c'est que celui qui porte atteinte aujourd'hui aux libertés publiques, celui qui porte atteinte aux libertés d'expression. Vous voyez, là, on n'a pas pu tenir notre entretien à Sciences Po Bordeaux parce qu'on a été empêché, j'ai été empêché d'accéder à Sciences Po Bordeaux, je n'ai pas pu y accéder parce que l'extrême gauche a décidé de m'empêcher d'y accéder. Toujours au nom de la démocratie, des droits de l'homme, de la République, etc. Quand Emmanuel Macron fait voter par exemple la loi Avia à l'Assemblée nationale qui met sous tutelle les libertés publiques, la liberté d'expression et qui la remet entre les mains d'organismes privés, notamment entre les mains des GAFAM,
c'est lui qui porte atteinte aux libertés publiques. On l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a eu des atteintes gravissimes à l'état de droit. Ça fait 2 ans qu'on vit dans un état d'exception. Or, l'état d'exception, pendant 2 ans, ça n'existe pas. Donc nous, on veut redonner aux Français leur liberté, leur souveraineté, leur sécurité. Et il y a peut-être encore un travail à faire, mais je pense que le rejet qu'on a subi en 2017 au second tour, je pense que c'est Emmanuel Macron qui va en faire les frais. On va revenir sur toutes ces questions. Par curiosité, est-ce que vous êtes favorable au vote à 16 ans? Non, je ne suis pas favorable au vote à 16 ans. Alors dans ce cas, pourquoi vous semblez proposer la majorité pénale à 16 ans? Parce que je pense que la délinquance des mineurs est aujourd'hui un fléau majeur aujourd'hui dans l'explosion de la violence, dans l'explosion de la délinquance et de la criminalité, qu'une grande partie de cette délinquance vient des mineurs et que les trafics, notamment dans les cités, les trafiquants s'appuient bien souvent sur des mineurs parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Le volet juridique qui concerne les mineurs a très peu évolué finalement depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a ce qu'on appelle l'ordonnance de 1945 qui protège aujourd'hui en grande partie les mineurs de peine. Or, la délinquance est de plus en plus jeune, donc nous, on considère que d'abord il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans et il faut surtout des peines courtes tout de suite, dès le premier larcin, pour éviter la récidive. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand les jeunes tombent dans la délinquance très très tôt, ça finit généralement dans de la grande délinquance et la spirale a du mal à être arrêtée parce que la justice ne fait plus son boulot. Donc nous, on est favorable à un tournant en matière pénale et on pense notamment que quand il y a une carence éducative qui est visible, qui est manifeste, on doit pouvoir par exemple supprimer les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes. On y reviendra. Les propositions pour la jeunesse du reste portent essentiellement sur la fiscalité, exonération de l'impôt pour les jeunes actifs jusqu'à 30 ans Ouais, et pour ceux qui créent leur société, suppression de l'impôt sur les sociétés. Est-ce qu'on parle vraiment, pendant 5 ans. Est-ce qu'on parle vraiment de mesures pour la jeunesse? À quelle jeunesse vous adressez-vous? Est-ce que vous voulez que Kylian Mbappé vote pour vous? On veut surtout que les jeunes talents restent en France. Il y a une étude qui avait été faite, qui était sortie dans les Échos il y a quelques mois, qui disait qu'il y a 160 000 jeunes qui chaque année partent à l'étranger parce que la France n'offre plus le cadre politique, économique, social pour, entre guillemets, vivre et travailler au pays. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le diplôme, vous êtes tenté de partir à l'étranger parce que vous avez le sentiment que la France ne vous offre pas les opportunités. Nous, on veut miser sur la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays et que la jeunesse doit pouvoir trouver le cadre de son épanouissement en France. Et donc on a notamment proposé une mesure, effectivement vous l'avez rappelé, qui vise à supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les jeunes de moins de 30 ans. Alors il y a toujours Kylian Mbappé, mais c'est l'exception. Moi je ne fais pas une loi pour les 0,0001%. Très peu de jeunes payent d'impôts dans les faits et quand on parle de jeunesse, on parle souvent d'étudiants. Les étudiants on parle plutôt de précarité et il n'y a pas question d'imposition. Donc, alors la caméra a coupé. Vous disiez les mesures pour la jeunesse étudiante, la précarité étudiante ne sont pas encore prêtes, mais vous préparez votre programme sur cette question. C'est pas que c'est pas encore prêt, c'est que je laisse candidat la primeur des annonces, mais depuis septembre on fait évidemment beaucoup d'annonces programmatiques et notamment sur le pouvoir d'achat. Les étudiants, comme beaucoup de Français, n'arrivent plus à boucler les fins de mois, des fins de mois de plus en plus difficiles. Et pour répondre sur la mesure sur laquelle vous m'avez interrogé, notre idée c'est vraiment de garder les talents en France. Et donc on propose cette double mesure qui consiste à exonérer d'impôt sur le revenu tous les jeunes de moins de 30 ans. L'idée c'est que vous puissiez rester ici en France en étant exonéré d'impôt sur le revenu. On sait que le premier emploi stable aujourd'hui c'est en moyenne 27 ans. Et la deuxième mesure c'est de permettre justement la création d'entreprises massives en France en exonérant d'impôt sur les sociétés tout jeune de moins de 30 ans qui monterait son entreprise. Et ce pendant 5 ans. J'ai juste un doute, est-ce que c'est pas constitutionnellement douteux? Non. Est-ce qu'on a le droit? Oui. Le principe d'égalité devant l'impôt, à situation égale et revenus égaux, on doit payer le même impôt. Souvent, même la jurisprudence a affirmé que l'âge n'était pas une raison pour... La loi est faite pour être changée. D'accord, mais la Constitution... Oui, mais il y a des modifications constitutionnelles qu'on fera. Bien sûr. C'est pas la seule d'ailleurs. Bien on sait sûr. que dans le cadre de projet de loi qu'on va faire voter sur l'immigration, on fera passer un certain nombre de dispositifs par référendum. Bien sûr, oui, mais il faut être clair aussi sur le fait que certains chantiers sont plus compliqués que d'autres. C'est sûr. La priorité nationale, Ouais. C'est un fil rouge de votre programme. C'est un fil rouge. L'idée, c'est de dire les Français sont prioritaires en France. C'est-à-dire que dans la maison France, les Français, ils n'ont qu'une maison et donc ils sont prioritaires en France. Juste pour expliquer la priorité nationale, pour bien comprendre, en fait, l'idée, c'est de dire dans l'accès au logement
à situation égale ou dans l'accès à l'emploi à compétences égales, on donne, et la loi demandera que soit accordé soit le logement, soit l'emploi en priorité à un citoyen français. D'accord. Sans distinction d'origine, de religion, etc. Le débat est pas là. D'accord. Mais vous êtes français, vous avez donc la priorité. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, notamment en matière d'emploi, l'immigration a été utilisée pour peser à la baisse sur les salaires. On voit que en Royaume-Uni, on a mené une lutte importante ces derniers mois sur l'immigration clandestine, et on a permis une remontée des salaires d'environ 8%. Et une hausse de Donc, l'inflation. c'est différent. D'accord. Je donne un autre exemple. La directive du travail détaché, qui est aujourd'hui en vigueur au sein de l'Union européenne, fait que vous pouvez venir d'Europe de l'Est, venir travailler en France, dans des secteurs comme le BTP, comme des secteurs routiers, et vous payez les charges dans le pays d'origine. Donc ça crée une concurrence déloyale avec les travailleurs français, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un département, l'autre jour, un chef d'entreprise me racontait, il a une entreprise de BTP dans le Pas-de-Calais. À partir du moment où il y a une seule boîte dans le Pas-de-Calais qui a recours au travail détaché, il y a des travailleurs détachés, toutes les boîtes du Pas-de-Calais sont obligées de s'aligner, sinon elles ne sont plus compétitives. Donc on va mettre fin à cette concurrence déloyale qui est organisée à l'intérieur même de l'Union européenne et pouvoir effectivement donner une priorité à l'emploi aux Français. C'est vrai aussi sur le logement. On sait qu'aujourd'hui, il y a 31% des immigrés, selon l'INSEE, qui sont en HLM. D'accord. Le HLM, c'est une aide sociale qui doit être réservée en priorité aux Français parce que c'est payé par les Français. Bien sûr, on y revient sur les aides sociales. Juste, je voudrais rebondir sur l'emploi. Alors d'un point de vue aussi, je vais être lourd avec ça, mais constitutionnellement, les qualités des droits et de l'accès à l'emploi, sans distinction d'origine. Vous avez parfaitement raison, c'est la raison pour laquelle l'instauration de la priorité nationale passe par une révision de la Constitution. Et la première mesure que prendra Marine Le Pen si elle est élue présidente de la République en avril, alors c'est une première mesure, je rejoins ce qu'on dit sur le pouvoir d'achat, qui vise à baisser les taxes de 20% à 5,5% sur tous les produits énergétiques, donc les produits de première nécessité, le gaz, l'électricité, le fioul, le carburant. Et la deuxième mesure sera de déclencher un référendum sur l'immigration, parce que ça fait 40 ans qu'on impose la même politique migratoire aux Français sur laquelle ils n'ont jamais été consultés, et on va faire passer un projet de loi. Je termine, je réponds. Un projet de loi sur l'immigration par référendum qui intégrera la révision constitutionnelle sur la priorité nationale. Donc vous inquiétez pas, tout est rodé, tout est bossé, et on a travaillé ça avec des magistrats et des gens très sérieux. Et nous aussi on a travaillé ça. Juste une seconde pour revenir sur l'emploi. Est-ce que vous savez qu'en France, un emploi sur 5 est réservé aux Français? Oui. Oui. Et c'est une question. En fait, dans le secteur public. Bien sûr, il y a un critère de nationalité. Exactement. Dans le secteur privé, on a beaucoup d'emplois qui sont réservés à des diplômes hexagonaux. Ça n'a jamais empêché de résorber le chômage. Je ne vois pas exactement dans quelle mesure ça permet de résorber le chômage. Il ne s'agit pas de résorber le chômage. Il s'agit de limiter la concurrence déloyale qui fait aujourd'hui que dans beaucoup de secteurs, on utilise les filières migratoires pour avoir une main-d'œuvre qu'on va juger bon marché et pour donc faire peser à la baisse sur les salaires. On dit souvent, il y a certains secteurs dans lesquels les Français ne veulent pas, ce sont des jobs que les Français ne veulent pas occuper, etc. Bon, c'est pas totalement vrai. On se rend compte que le chômage chez les étrangers est plus important, selon l'INSEE, 2 fois plus important chez les étrangers que selon les nationaux. Mais nous, c'est un principe très clair, c'est que les Français doivent avoir la priorité chez eux. C'est vrai sur l'emploi, mais c'est aussi vrai sur le logement. On va revenir sur. Je vais vous poser une question pour revenir sur les aides sociales, mais d'abord, je voulais revenir sur ces nombreux référendums que vous proposez, et notamment sur le référendum sur l'immigration. Est-ce que si vous proposez autant de référendums, ce n'est pas que finalement vous avez conscience de la difficulté à faire passer vos lois? Et l'autre question que j'ai sur le référendum sur l'immigration, comment comptez-vous le faire passer concrètement? Par quel moyen vous comptez réviser cette constitution? Alors, pour répondre à la première question, oui, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, une grande partie par exemple, des recours, qui sont la multiplication des recours sur les OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire français, sont annulés par les juges parce qu'il y a toujours un motif pour ne pas l'appliquer. On reconnaît le motif climatique comme étant un motif qui fait que ça rend caduque votre expulsion, et on voit qu'aujourd'hui, une grande partie des juges ne font plus du droit mais de la politique. On l'a vu avec le Conseil d'État, lorsque le principe de fraternité a admis que finalement il n'y a plus de distinction entre l'immigré légal et l'immigré illégal. C'est notamment le cas Cédric. Fraternité est quand même inscrit dans notre devise. Oui, mais en fait, les principes du droit sont tordus dans tous les sens. On l'a vu avec la crise sanitaire. C'est-à-dire que sur l'exemple du pass sanitaire, on nous explique, et les juges du Conseil constitutionnel nous expliquaient que le pass sanitaire ne serait reconnu légal aux yeux du Conseil constitutionnel et admissible aux yeux du Conseil constitutionnel si et seulement si il avait un intérêt sanitaire
Or, ça n'a pas été démontré, et le Conseil constitutionnel a changé 2 fois d'avis en 6 mois. Donc on voit que les principes du droit sont un peu tordus. Vous craignez d'être à censuré des par fins le Conseil politiques. constitutionnel Je pense pour que votre référendum sur l'immigration. je pense que beaucoup de juges s'opposeront à l'arrêt de l'immigration. Quand je dis l'arrêt de l'immigration, c'est l'ensemble des listes. Donc on va tout simplement donner la parole aux Français, et on va remettre le contrôle de l'immigration entre les mains du peuple français. Donc oui, on l'assume, on la fera passer par référendum. Il y aura beaucoup de choses dans ce projet de loi. C'est un projet de loi qu'on va faire passer par référendum. C'est pas une question. C'est extrêmement compliqué parce que je rappelle que si vous voulez le faire passer par référendum, il faut passer par l'article 11. L'immigration n'est pas prévue dans les motifs de ce référendum. C'est pas un référendum sur une question. C'est une loi qui va passer par référendum. Et donc, à partir du moment où cette loi passe par référendum, elle n'est plus soumise à l'avis du Conseil constitutionnel, puisque le jugement du peuple français fait foi. Donc, c'est une révision constitutionnelle, je tiens à préciser, puisque oui. ça modifierait la Constitution en vigueur. Oui. Et dès lors, ce serait extrêmement compliqué, en tout cas controversé, puisque l'article 11 ne prévoit pas originellement qu'on puisse donner la voix au peuple en matière d'immigration pour modifier la Constitution. Non, c'est pas controversé à partir du moment où c'est les Français qui le souhaitent et où c'est les Français qui s'expriment dessus. Encore une fois, c'est pas une question. On va pas demander aux Français, êtes-vous oui ou non pour l'arrêt de l'immigration. On va leur faire voter une loi qui vise justement à fermer le robinet, qui vise à restreindre les aides sociales uniquement aux familles françaises, qui vise à instaurer dans le droit la priorité nationale dont on a parlé et donc à l'inscrire dans la Constitution, qui vise à accélérer les expulsions et à multiplier les délais de recours, qui fait qu'aujourd'hui on a un taux d'exécution des OQTF qui est de 12%, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde rentre en France mais personne ne sort. Donc croyez-moi dessus, ce projet de loi sur l'immigration, il a été travaillé avec des magistrats, il a été travaillé avec des juges, il a été travaillé avec des spécialistes du sujet. On offre aux Français clé en main la possibilité de reprendre le contrôle de leur pays. Retirer des droits aux aides sociales au nom de la préférence nationale, on va aborder ce sujet. Quand on s'intéresse au montant des aides sociales concernées, on peut se demander ce qui la justifie, car on est plutôt sur une cagnotte imaginaire. Alors, les prestations pour les étrangers représentent 6,3 milliards, puisque cette mesure s'adresse aux ressortissants non européens, si je reprends bien votre programme, on serait à moins... Tout le monde. Alors on serait à 6,3 milliards. 16 milliards. On l'a chiffré, l'ensemble des prestations sociales qui sont versées aux étrangers, c'est 16 milliards. Nous instaurons un délai de carence, c'est-à-dire que vous arrivez en France, vous ne pouvez pas bénéficier automatiquement, par exemple, de toute la palette de soins gratuite. On supprimera par ailleurs l'aide médicale d'État, parce que moi je trouve ça aberrant que vous arriviez en France, alors qu'on a un Français sur 3 qui n'arrive plus à se soigner correctement ou qui renonce parce que le reste à charge est trop important, que quand vous arrivez en France en condition de nationalité, même en situation clandestine, vous puissiez bénéficier des soins gratuits, de toute la palette de soins gratuits sans exception. L'argument n'est pas tant économique finalement, puisque selon les chiffres, je le répète, 6,3 milliards d'aides, on n'est pas tellement sur une réforme, sur un motif économique, mais plutôt sur... est-ce que ça serait pas plutôt du racisme compensateur, pour reprendre l'expression de Pierre Rosanvallon ? C'est-à-dire reprendre... Du racisme entre qui et qui ? Alors j'explique ce que Pierre Rosanvallon écrit. Reprendre à une population sociale prétendument dominée, de retrouver collectivement une forme d'importance et de dignité, en méprisant une population jugée inférieure, des étrangers qui prendraient les aides des Français. Je vois pas le rapport. Je pense simplement que les aides sociales sont financées par les Français. Les étrangers sont souvent des jeunes actifs, ils contribuent plus que positivement à l'économie nationale. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et de considérer qu'il faut donner des aides sociales à tout le monde. Moi, je ne considère pas cela. Il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas que notre pays soit devenu un hôtel. Vous arrivez en France sans aucune condition de maîtrise de la langue, d'assimilation, de maîtrise de la culture, de contrat de travail, vous puissiez bénéficier de tout un tas de prestations sociales. Donc, on va mettre en place un délai de carence, c'est-à-dire que quand vous arrivez en France, pour pouvoir bénéficier, alors les allocations familiales, on est clair, sera réservé aux familles françaises. En revanche, pour bénéficier d'un certain nombre d'autres prestations sociales, il faudra avoir travaillé 5 ans en France, pas 5 ans de présence sur le territoire français, mais avoir travaillé en France pendant 5 ans. Parce que l'immigration nous coûte beaucoup d'argent, je le disais, c'est 16 milliards d'euros, auxquels vient s'ajouter aussi d'autres dépenses. Encore une fois, d'un point de vue constitutionnel, c'est compliqué. On ne peut pas imposer des règles différentes à situation égale pour des personnes qui sont sur le marché du travail. La solidarité nationale n'a jamais été nationale au sens où elle exclurait les étrangers d'emblée. Il s'agit d'une solidarité à l'égard de tout résident. Pour entrer dans la fonction publique, il faut avoir la nationalité française.
Oui. Bon, On parle de- jusqu'à de gens preuve qui du travaillent. contraire, c'est pas Je parle anticonstitutionnel. de gens qui cotisent, qui travaillent, on est loin de la citana décrit. Les étrangers Mais contribuent positivement à l'économie. non, c'est faux. D'abord, le taux de chômage, selon l'INSEE, encore une fois, le taux de chômage des étrangers est 2 fois supérieur que celui des nationaux. Il faut juste nous expliquer quelle richesse on a à accueillir chaque année 450 000 personnes de manière légale, plus les 900 000 personnes qui sont présentes sur le territoire d'après M. Stefanini, quand on a 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, et 600 milliards de dettes. Faut m'expliquer où est la richesse là-dedans. En tout cas, moi, je ne la vois pas, et nous assumons de réserver effectivement les prestations sociales aux Français, parce que je pense que notre pays est beaucoup trop généreux avec les autres, et il est parfois beaucoup plus généreux avec les autres qu'avec les autres. Nous allons passer à l'Europe, au sujet de l'Europe, pour faire le lien entre la migration et l'Europe. Suite à la vague migratoire de 2015, où on avait beaucoup reproché à l'Europe de ne pas avoir su apporter une réponse commune, on a eu une renégociation du pacte migration et asile pour permettre d'apporter une meilleure réponse à l'Europe, une meilleure réponse de l'Union européenne, aux défis migratoires, une meilleure préparation aussi. Et pourtant, Marine Le Pen s'est opposée de façon virulente à ce pacte migration et asile. Oui. Pourquoi ? Est-ce qu'on n'a pas plus besoin que jamais d'une prise en charge commune par l'Europe ? Non, je ne crois pas du tout. Je pense que ce pacte européen pour les migrations va déposséder les nations de leurs compétences migratoires. C'est l'étape d'après de toutes les procédures Dublin qui avaient été négociées, qui vise en fait à dire aux États, soit vous accueillez, soit vous payez. C'est-à-dire que soit il y a un mécanisme de relocalisation forcée qui se met en place, et donc vous devez accueillir des migrants. Si vous ne prenez pas votre charge, il faut payer. Bon. Nous, on considère que c'est pas à la Commission européenne de décider qui entre ou qui sort du territoire français, c'est au peuple français. Donc, vous savez que nous souhaitons, nous, sortir de l'espace Schengen, qu'on soit réservé dans le cadre d'accords avec binationaux avec les pays européens, la libre circulation uniquement aux ressortissants de l'Union européenne, mais on ne souhaite pas transférer encore davantage la compétence migratoire à la Commission européenne. Aujourd'hui, la Commission européenne est une hôtesse d'accueil pour migrants. C'est-à-dire que Frontex, qui est l'agence de garde-côte européenne, est persécutée systématiquement par la Commission européenne. Il y a même des procédures qui sont lancées contre Frontex à chaque fois que Frontex met en place des refoulements de bateaux. Et vous savez qu'il y a un principe que nous souhaitons nous abroger qui s'appelle le principe de non-refoulement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un pied, vous êtes migrant, vous mettez un pied sur le territoire européen, on a l'obligation de vous prendre en charge. Et ben nous, on ne souhaite pas cela, parce que je pense que la crise migratoire n'en est qu'au début du commencement. Je vous invite à lire le remarquable bouquin de Stephen Smith, qui est journaliste au Monde, qui s'appelle La ruée vers l'Europe, dans lequel il explique que la population africaine va doubler d'ici 2050. Or, on sait que, d'après les études qui sont faites, notamment une étude Gallup, il y a 25 à 30% de la population africaine qui souhaite émigrer vers des terres plus riches, plus développées économiquement, aux premières desquelles, évidemment, l'Europe. Or, moi, je ne souhaite pas que l'Europe devienne l'hôtel de l'Afrique. D'accord. Marine Le Pen a beaucoup changé d'avis sur l'Europe. Elle voulait la quitter. Sur l'Union européenne. Sur l'Union européenne, pardon. Elle voulait avant la quitter. Aujourd'hui, elle veut la changer de l'intérieur. Concrètement, quant au Parlement européen, vos alliés que vous avez retrouvés derrière moi à Madrid ne sont même pas dans votre groupe parlementaire. Comment on fait ? Si, nos alliés sont dans notre groupe parlementaire. Après, Vox, il y a Vox est il y a dans deux, votre alors, groupe parlementaire. il y a deux groupes parlementaires D'accord. souverainistes aujourd'hui. Vox est à ECR. Orban non plus. Orban, non. Orban s'est mis en retrait du PPE, mais il y a deux groupes essentiellement souverainistes aujourd'hui, pour qu'on comprenne, le groupe Identité Démocratie et le groupe ECR, qui sont des groupes souverainistes, qui pour d'ailleurs tout un tas de raisons ne siègent pas aujourd'hui tous ensemble. On peut avoir des contacts, on a été reçus par Vox en Espagne, sans forcément dans le même groupe parlementaire, mais on a des alliés aujourd'hui. Vous avez vu que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, soutient Marine Le Pen pour l'élection présidentielle et appelle à voter pour Marine Le Pen. Elle a rencontré il y a quelques jours le Premier ministre polonais, donc on crée des contacts avec tous ceux qui, en Europe, refusent le fonctionnement de cette Union européenne qui a en fait affaibli les nations. Je ne confonds pas d'abord l'Europe avec l'Union européenne. L'Europe, pour moi, est un ensemble culturel, géographique, civilisationnel. Vous savez ce que disait Paul Valéry, j'appelle européenne toute terre qui a été successivement christianisée, romanisée, soumise à la discipline, à l'esprit des Grecs. Pour moi, c'est que ça, l'Europe. Après, il y a une construction politique qui s'appelle l'Union européenne. Or, aujourd'hui, on voit que l'Union européenne organise la concurrence déloyale. Je n'ai pas la directive du travail détaché. Il y a aussi la multiplication des accords de libre-échange qui sont aujourd'hui en train de ruiner et de tuer nos filières agricoles et nos filières économiques. Quand on voit les accords de libre-échange qui sont négociés, on a longtemps parlé du TAFTA, il y a le CETA, le traité avec le Mercosur, qui mettent nos agriculteurs, nos filières françaises en concurrence avec des normes
des agriculteurs du monde entier dont les coûts de production sont plus faibles et dont les normes sont beaucoup moins regardantes que les nôtres. Donc ça crée une concurrence déloyale. Et puis l'Europe organise aussi la submersion migratoire. Elle organise aussi l'arrivée massive de migrants sur notre pays. On peut l'accepter, on peut la refuser. Moi, je pense qu'il faut l'enrayer, qu'il faut la contrôler. Or, je pense que là-dedans, l'Union européenne, qui a été désavouée, d'ailleurs, je rappelle, à plusieurs reprises par les Français. On impose aujourd'hui un fonctionnement commun avec tous les États membres, alors que les Français ont dit non à la Constitution européenne par référendum en 2005. Donc, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est la transformer aujourd'hui de l'intérieur. On veut supprimer la Commission européenne, renforcer le Conseil pour créer une Europe des projets. Parce qu'en fait, on se rend compte, et j'en termine, que l'UE aujourd'hui est en train de nous faire rater toutes les grandes évolutions industrielles, technologiques du XXIe siècle. Elle nous fait passer à côté de la transition énergétique, elle nous fait passer à côté évidemment du défi démographique, j'en ai parlé, à côté de l'intelligence artificielle, elle nous fait passer à côté, la Chine est déjà en train de travailler, de réfléchir à la 6G, quand on a des capitales aujourd'hui et des villes en France dans lesquelles Madame Hidalgo d'ailleurs refusait le déploiement même de la 5G. Donc on voit qu'on est en train de rater tout cela et l'Union européenne devrait moins s'occuper, je pense, de vérifier nos lignes budgétaires, moins s'occuper des finances publiques, du service public, de l'austérité à l'hôpital, etc. et plus de ces grands projets d'avenir. D'accord, mais vous souhaitez dans votre référendum affirmer la primauté du droit français sur le droit européen. Oui, tout à fait. C'est pas une manière oblique de sortir de l'UE finalement? C'est une manière de dire cette Union européenne, on n'en veut pas, on veut tout changer sans rien détruire. Je pense que les Français font ce constat que l'Europe des nations, il n'y a que l'Europe des nations qui marche, et que la France n'est elle-même que si elle a sa souveraineté. L'Europe a quand même organisé le plan de relance. Ouais, enfin pour l'instant on n'a pas vu beaucoup de... D'abord le déblocage des fonds est parfaitement imparfait, pour l'instant on n'en a pas vu grand-chose. Sur le long terme on donne beaucoup plus que ce qu'on reçoit, c'est toujours ça l'Europe. C'est-à-dire qu'avec nous, on donne toujours plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez 100 € à un ami, il vous en redonne 60, et en plus, il vous explique comment il faut les utiliser. Bon. Donc, ce principe-là, moi, il me dérange. Vous voyez et pour vous répondre, il y a des contreparties. La première des contreparties, c'était la modification du système des retraites et la réforme des retraites. Donc, en fait, il y a toujours des contreparties qui visent à plus d'austérité. C'est les rapports de la Commission européenne, hein, tout est écrit dessus. Je vous rappelle que, puisqu'on parle de la santé, du plan de relance, que l'Union européenne a demandé en 10 ans à 53 reprises aux États membres de baisser leurs dépenses publiques dans la santé. Donc, on voit que l'Union européenne est contraire à l'intérêt des peuples. Nous, on souhaite une Europe des coopérations, une Europe des projets, qui soit une Europe à la carte, en fait. C'est-à-dire qu'on se met autour de la table quand on a un intérêt à se mettre autour de la table, mais quand vous rentrez chez vous le soir, vous n'allez pas voir si votre voisin a passé l'aspirateur. Eh ben, on souhaite que ce principe, cette métaphore puisse s'appliquer sur le plan politique. D'accord. Présent, on va passer aux questions environnement et société. Léna, tu avais une question? Alors, vous souhaitez proposer une nouvelle vision de l'écologie, une autre vision de l'écologie. Ouais. Concrètement, si on se réfère au thème des énergies, qui a pris une place croissante dans le débat public pour cette élection, quel mix énergétique préconisez-vous en France? Alors d'abord, nous, on est des défenseurs du nucléaire. Le nucléaire, contrairement à ce qu'expliquent les Verts, et quoi qu'on en dise, évidemment, il y a la question des déchets nucléaires, mais c'est l'énergie la plus décarbonée qu'on ait aujourd'hui. Marine Le Pen en 2012. Et grâce au nucléaire, ouais. Marine Le Pen en 2012, elle était un peu middle sur le nucléaire. Hein. Non, elle dit... Elle dit qu'il fallait en sortir au plus vite possible. Non. Mais tant qu'on n'a pas de matière alternative, c'est une folie que de se passer du nucléaire. D'accord. Il y a un classement, une étude qui avait été faite par l'université de Yale aux États-Unis qui nous disait que grâce au nucléaire, en partie, la France était l'un des pays les plus propres au monde, juste derrière la Suisse, en numéro 2 sur le palmarès mondial, qui nous permet d'avoir, la France, c'est 0,9% d'émissions de CO2. À titre de comparaison, les États-Unis, c'est 15%, et la Chine, ça doit être 22%. Donc, depuis 1850, la France, c'est le 12e pays le plus pollueur du monde. Oui, mais non. Aujourd'hui, grâce au nucléaire, la France est l'un des pays qui émet le moins de CO2 du monde. Alors, moi je suis d'accord, on va sur cette logique-là, on fait comme l'Allemagne, on ferme toutes les centrales nucléaires, à ce moment-là on rouvre les centrales à charbon, et donc on va polluer encore davantage. Donc je pense qu'en matière industrielle, en matière économique, parce que ce sont des emplois à la clé aussi, il faut préserver le nucléaire, et on souhaite nous ouvrir également de nouveaux EPR. Je pense qu'il faut aussi relancer le projet Astrid. Je pense que l'abandon du projet Astrid par Emmanuel Macron était une erreur, ça visait à développer et à travailler à de nouvelles formes d'énergie, de recyclage d'énergie nucléaire. L'arrêté a été comme la fermeture de Mais Fessenheim. relancer la filière nucléaire avec la construction de nouveaux EPR, c'est ce que fait Macron.
C'est un peu le en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il abandonne Astrid et il ferme Fessenheim. En même temps, il nous explique qu'il va ouvrir 6 nouveaux réacteurs nucléaires et en même temps, il en ferme 14 avec des fermetures qui sont toujours en cours. Donc, Macron, c'est un funambule qui marche sur du vide, en fait. C'est-à-dire qu'on a un peu du mal à savoir. Il y a Macron qui est pour les masques, Macron qui est contre les masques, Macron qui dit qu'il n'y aura pas de vaccin, puis qu'il y a le vaccin, qu'il n'y aura pas, puis pas de passe. Donc, Macron, c'est le lundi, il dit une chose et le mardi, il dit autre chose. Donc nous, on est des défenseurs du nucléaire. On a mis beaucoup d'argent dans l'hydrogène. Il faut qu'on continue à investir dans l'hydrogène. On est très opposé à l'éolien. Pourquoi ? Parce que déjà c'est moche. Excusez-moi, mais c'est laid, c'est une pollution visuelle pour les paysages, c'est une catastrophe environnementale. On sait, pour être un peu plus précis, que 25% du temps ça tourne à vide et qu'on est obligé de brader, parce que l'énergie ne se stocke pas, on est obligé de la brader à l'étranger à bas coût. Et surtout, il y a des conséquences pour la vie. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient mobilisés contre les éoliennes. Déjà, les chantiers d'éoliennes, c'est épouvantable. C'est sordide, ça crée des blocs de béton massifs sous terre, ça pose un problème de recyclage des pales d'éoliennes. Personne n'est capable de dire aujourd'hui comment est-ce qu'on va les recycler, comme les batteries d'ailleurs. Et les gens perdent 20 à 30% du foncier sur leur maison quand ils sont à côté d'une éolienne. Donc nous, on est pour un moratoire sur l'ensemble de l'éolien parce que c'est inefficace, ça ne marche pas, ça crée des pollutions visuelles, ça pose des problèmes de recyclage et je pense que ça n'est pas la solution. Vous allez résilier les contrats en cours ? Il y a 8 chantiers éoliens en France. Oui, on décrétera un moratoire. D'accord. Mais le nucléaire, c'est pas parfois un peu intermittent ? C'est-à-dire que, par exemple, il me semble que c'était hier, il y a plusieurs centrales nucléaires qui ont été mises à l'arrêt. Est-ce que compter quasiment uniquement sur le nucléaire, c'est pas un peu compliqué ? Je dis pas qu'il faut faut compter uniquement sur le Parce que le nucléaire. rapport RTE préconise quand même que l'éolien est indispensable pour la sécurité d'approvisionnement et l'atteinte de la neutralité carbone. Oui, mais RTE, on s'en fout. Non, mais c'est pas qu'on s'en fout. C'est que moi, je regarde l'efficacité énergétique de l'éolien. Et pour l'instant, l'efficacité énergétique de l'éolien, elle est très discutable. Sans compter que ce sont des filières qui sont totalement des filières étrangères et que en matière de Made in France, on repassera. Donc le nucléaire assure aujourd'hui une stabilité à la fois sur l'emploi, à la fois sur l'industrie française, et aussi ça nous permet d'avoir une énergie qui est peu chère. Alors l'énergie est chère quand nos concitoyens appellent leur facture parce qu'on sait qu'il y a des taxes, qu'il y a 30, 40, 50% de taxes sur la facture d'électricité. Et nous, on est pour, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, une baisse massive des taxes sur l'ensemble de l'énergie pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. De 20 à 5,5. 20% à 5,5 sur tous les produits énergétiques, les produits de première nécessité, le fuel, l'électricité, le carburant, le gaz. C'est un coût de 12 milliards d'euros par an. Mais c'est 12 milliards d'euros qu'on rend aux Français parce que, rendez-vous compte, le carburant aujourd'hui, il y a plus de taxes que de produits. C'est-à-dire qu'on paye 60% de taxes. C'est un braquage que subissent nos compatriotes quand ils vont mettre le plein, sauf que contrairement à ce que pensent les écolos, les Français ne peuvent pas aller bosser tous partout en trottinette ou en vélo. Et à peine, venant de la part des Verts, à peine. Donc voilà. Alors, sans transition, une question très concrète, on passe à des questions plutôt de société. En 1995, on le rappelle, Jacques Chirac reconnaissait pour la première fois la responsabilité de l'État français dans la rafle du Val d'Ive. Marine Le Pen continuera-t-elle à commémorer cet événement si elle est élue ? Oui, bien sûr. En 2017, elle avait pourtant déclaré que l'État français n'était pas responsable dans la rafle du Val d'Ive. Il y a si vous voulez, il ne s'agit pas d'un... Enfin, c'est un débat, on n'aura peut-être pas, par exemple, le même avis avec Éric Zemmour sur cette question, mais pour nous, la France, elle était à Londres. Voilà, pour nous, la France, elle était incarnée par le général de Gaulle, et la France était incarnée politiquement à Londres. Maintenant, on est dans une situation où il y a énormément de tensions dans le pays, où Emmanuel Macron a quand même accéléré les fractures, quoi qu'on en dise. Fractures sociales, fractures économiques, fractures identitaires aussi. Et je pense que le prochain président de la République, ou la prochaine présidente de la République, je l'espère, je le souhaite, ne devra pas ajouter de tensions supplémentaires. Et maintenir la cohésion nationale, ou porter un projet devra se faire dans la paix civile et dans l'union nationale. Or, on est très attaché à ça, et on ne rouvrira pas des fractures inutiles, ou qui viseraient, ou qui pourraient être mal interprétées, ou qui viseraient à blesser certains de nos compatriotes. On vous entend peu sur les questions de société, la PMA, le mariage pour tous. Vous avez décidé que ce n'était pas la priorité ce moment, vous mettez ces questions sous le tapis, mais nous, on voudrait quand même savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire que le mariage pour tous, ça date de 2014, donc je veux bien qu'on parle de... En 2017, c'était remis en cause. Je veux bien qu'on parle de 2014. Moi, j'ai fait partie des opposants au mariage pour tous, parce que je considérais qu'on allait ouvrir un cycle dans lequel on était déjà engagé
qui amènerait à la PMA et à la GPA. Moi, je suis fondamentalement opposé à la GPA, aux enfants sur catalogue, et à faire du ventre de la femme un outil marchand, c'est-à-dire qu'il peut s'acheter, se négocier, créer la vie sur catalogue. Je suis résolument opposé à cela. Je pense que tout ce qui est technologiquement possible n'est pas toujours humainement souhaitable, mais en l'état, je suis pas du tout, moi, pour revenir sur le mariage pour tous, parce que je pense qu'il y a une majorité de Français aujourd'hui, de toute manière, qui est acquis, et encore une fois, il s'agirait pas de rouvrir des fractures qui seraient inutiles à l'heure où le pays est déjà dit. N'ajoutons pas de la tension à la tension, et quant à la PMA, Marine Le Pen a eu l'occasion de s'exprimer hier ou avant-hier, en disant qu'elle ne reviendrait pas dessus. Mais Marine Le Pen a également dit, c'était au micro de France 2, qu'elle proposerait un moratoire sur les questions de société. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, bon, d'abord, moi je pense que les questions de société, que ce soit sur la fin de vie, que ce soit sur le rapport au corps, que ce soit évidemment sur la PMA, la GPA, sont des questions qui doivent se traiter par référendum. Parce que ça fait appel bien souvent à l'intime, ça fait appel bien souvent à des convictions personnelles, et peut-être plus que tous les autres, c'est à la société de s'en emparer. Vous savez qu'on a dans le projet notamment le référendum d'initiative citoyenne, qui permettrait à 500 000 citoyens réunis, signataires d'un document, d'utiliser une question et de la mettre et de la soumettre à un référendum. Donc l'ensemble des questions de société, à mon sens, doivent être traitées par référendum. Moratoire de 3 ans, ça veut dire qu'on n'aborde pas, dans le cadre des travaux parlementaires, de sujets de société qui pourraient ajouter du clivage, de la division, etc., avant la moitié du quinquennat, avec l'idée de dire la première partie du quinquennat est consacrée au pouvoir d'achat, à la sécurité et à la immigration. Donc on censure une partie du débat parlementaire? C'est-à-dire que si vous dites que dans le travail parlementaire, on ne travaillera pas sur des questions de société, le travail parlementaire sera... Non, il ne s'agit pas de censurer le travail parlementaire, il s'agit de dire qu'il n'y aura pas d'initiative de la majorité okay. Dans la première partie du quinquennat, d'accord. Parce que l'urgence pour nous, c'est l'urgence sociale, c'est le pouvoir d'achat, et c'est évidemment les questions de sécurité, les questions d'immigration. Donc à présent, M. Bardella, on va vous proposer 4 images sur des thèmes d'actualité. Okay. On vous laisse y réagir. Ok. La première image. Je trouve ça très triste. C'est très triste parce que en France, en 2022, un parlementaire peut être mis en examen pour avoir décrit le réel, c'est-à-dire pour avoir mis des mots sur une réalité. Je suis mis en examen suite à une plainte du maire de Trappes pour avoir comparé la ville de Trappes, que je connais bien, parce que c'est dans ma région en Ile-de-France, à une république islamique. On est sur un reproche qui est un reproche d'opinion, qui est un reproche de délit d'opinion. J'ai reçu ma notification de mise en examen le soir même où une journaliste d'M6, Ophélie Meunier, a été mise sous protection policière ainsi qu'un habitant de Roubaix simplement pour un reportage dans lequel ils ont décrit ce qui se passait à Roubaix. Moi je pense que Trappes, Roubaix, Saint-Denis où j'ai grandi, c'est le futur de la France si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle. Ce sont des territoires où des bars sont obligés d'arrêter de vendre de l'alcool pour garder de la clientèle, ou des enseignants, on se souvient de Didier Lemaire à Trappes, un enseignant de philo qui avait été mis sous protection policière pour avoir simplement dénoncé l'islamisation de la ville, où les femmes ne peuvent plus s'habiller comme elles le souhaitent. On est dans autre chose que la France dans ces territoires, et nous on veut simplement récupérer ces territoires qui sont aujourd'hui perdus, mais je dirais même conquis par l'islamisme, pour reprendre le titre d'un livre célèbre. Les parrainages. Où vous en êtes? On est aujourd'hui à 440, autour des 440 parrainages. C'est une vraie difficulté pour nous parce que on a le sentiment que le système est quand même verrouillé. Les maires nous disent on est d'accord avec vous, on a pu même vous parrainer par le passé, mais les pressions sont trop fortes, sont tellement fortes aujourd'hui des intercommunalités, des communautés d'agglos qui sont LR, qui sont Parti Socialiste, qui mettent des pressions sur les subventions qu'on nous donne, qu'en fait, vous parrainer et prendre un risque trop important. Donc, voyez, on en est là aujourd'hui dans la démocratie. Nous, on souhaite revenir sur l'anonymisation des parrainages. C'est-à-dire que quand vous êtes maire, vous êtes citoyen, vous allez voter, c'est secret. Quand vous êtes maire, vous choisissez un candidat, ça doit être secret aussi. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui, depuis une modification qui avait été faite par François Hollande. Et on souhaite évidemment revenir dessus. Mais dites-vous, imaginez le scandale pour une candidate qui a aujourd'hui donné 46% au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron, de ne pas pouvoir avoir ses parrainages, ça pose encore une fois un problème de démocratie. Voilà. Je suis pas certain que ça indigne nos amis qui m'ont empêché de parler tout à l'heure à Sciences Po, mais bon. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison pour le coup, j'ai peu de points d'accord avec lui, mais je pense qu'il a eu raison d'entamer le dialogue avec la Russie.
Le problème, c'est que la France ne représente pas ce qu'elle devrait représenter aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire une voix forte, puissante, indépendante, parce qu'elle est devenue, elle a été mise sous pavillon américain depuis maintenant plusieurs années, dans une logique un peu de suivisme. Les Américains vont en Irak, on va en Irak, ils vont en Syrie, on va en Syrie, ils vont en Libye, on va en Libye. Nous, on souhaite retrouver dans la deuxième, retrouver des relations équilibrées avec à la fois les États-Unis et la Russie. Je pense que la guerre quasi idéologique qui est menée à la Russie n'a absolument aucun sens. La Russie, sans être naïf sur aujourd'hui, le déploiement d'hommes à la frontière ukrainienne, doit être vu comme un partenaire stratégique, comme une puissance importante aujourd'hui au XXIe siècle avec laquelle on doit pouvoir échanger, avoir des échanges, et évidemment des échanges aussi économiques. Hein, on sait que c'est un partenaire important dans le cadre de l'acheminement du gaz. Je trouve regrettable la guerre qui est menée. Mais encore une fois, c'est le symbole du en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, Emmanuel Macron va dialoguer avec Poutine, et en même temps, au Parlement européen, les députés En Marche votent des sanctions tous les 4 matins contre la Russie, ce qui est à mon avis contre-productif. Les convois de la liberté. Il y a un petit air de gilet jaune. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, il ne s'agit pas de dire je soutiens ou je soutiens pas, mais c'est vrai que les revendications, encore une fois, comme au début des gilets jaunes, me paraissent légitimes. On se rend compte qu'il y a des millions de Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, et qui surtout ont le sentiment d'avoir perdu leur dignité, d'avoir aux responsabilités des gens qui ne les respectent pas, qui font preuve d'un mépris, qui font preuve d'une violence à l'égard du peuple français. Or, les Français souffrent aujourd'hui beaucoup, et je pense qu'Emmanuel Macron a accéléré cette fracture. On voit que ces mouvements sociaux, alors il y a eu les bonnets rouges sous François Hollande, hein, mais sous le quinquennat avec évidemment les mobilisations contre la réforme des retraites, les gilets jaunes, les mouvements des soignants, les mouvements des policiers directement aussi, qui ont jeté leurs menottes par terre sur la place du Trocadéro, et peut-être demain le convoi des libertés, veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une urgence économique, qu'il y a une urgence sociale, et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que la première mesure que Marine Le Pen prendra lorsqu'elle sera élue présidente en avril, c'est de faire de l'énergie un produit de première nécessité en abaissant les taxes. Merci pour avoir accepté cette interview et d'avoir répondu à nos questions. Merci.